Bienvenue sur Exprime, le podcast qui donne la parole à celles et ceux qui n'avaient pas prévu de devenir conférenciers, mais qui le font aujourd'hui avec brio. Je m'appelle Marlène Leguet et je suis moi-même devenue conférencière un peu malgré moi. Aujourd'hui, avec plus de 100 conférences à mon actif, j'ai choisi de transmettre à celles et ceux qui veulent se lancer toutes les clés que j'aurais aimé avoir avant de débuter. Dans le podcast Exprime, nous parlerons de conférences, évidemment, mais nous parlerons aussi de ce qui nous pousse à oser nous lancer, ce qui nous pousse à avoir envie de créer cette première conférence. On parlera aussi concrètement de comment est-ce qu'on peut faire pour créer une conférence qui a vraiment de l'impact et comment faire pour pouvoir vivre de cette activité de conférencier professionnel. Bon visionnage et bonne écoute. Bonjour Rose. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation et de venir prendre la parole sur Exprime. Alors, je vais te présenter très succinctement, libre à toi de compléter par la suite. Donc, Rose Penel, tu es auteure d'un livre qui s'intitule « Vivre avec une surdité, leçon de la vie ». Tu es également actrice. Tu es aussi évidemment conférencière, on va en parler tout au long de cet épisode. Et moi, si je t'ai invitée à venir t'exprimer sur ce podcast, c'est principalement pour deux raisons. La première, c'est que je trouve ton parcours et ta détermination à vouloir sensibiliser le maximum de personnes, je trouve ça hyper inspirant. Et puis la deuxième raison, tu le sais peut-être pas encore, mais moi je suis atteinte du coup d'un handicap auditif. Et tu fais partie de celles qui m'ont aidée à oser m'exprimer et à avancer sur le chemin de l'acceptation. Donc, je suis vraiment ravie de t'accueillir aujourd'hui. Je sais pas, je suis ravie. Et voilà, je sais que c'est un sujet qui n'est pas toujours facile, donc on va parler de ça, mais on va aussi surtout parler de ton expérience en tant que conférencière. Donc pour débuter, moi, ce que j'aimerais un petit peu savoir, c'est comment est-ce qu'on passe d'étudiante il y a quelques années à aujourd'hui conférencière sur l'handicap invisible et la surdité. Mais c'est un pari qui a été fou quand même, je dois l'avouer, mais j'ai un parcours assez marrant. Parce que quand j'étais étudiante, j'étais timide, mais d'une timidité à la fac, j'osais pas lever la main, j'osais pas faire un exposé à l'oral en public. J'avais un stress qui vraiment me hantait dès qu'il fallait parler, et pourtant ça devenait limite normal de faire un exposé devant une classe. Mais pour moi, ça c'était horrible. Puis après, j'y suis allée en alternance pendant mon master mes 2 années dans un grand groupe hôtelier. Et en master, on avait encore plus d'exposés oraux. C'était que ça. C'était que ça, les exercices. Et du coup, en parallèle, dans mon alternance, parfois, mon directeur, il voyait que j'étais pas trop à l'aise à rester toujours devant le bureau. Il me disait, si tu veux, tu pourrais peut-être, parce que je vois un petit peu ce que tu fais sur les réseaux, etc., que t'aimes bien t'exprimer. J'arrivais hyper bien sur les réseaux, mais en vrai, c'était autre chose, c'était beaucoup plus compliqué. Mais du coup, ça peut paraître paradoxal de se dire, mais pourquoi est-ce que quand tu as les personnes face à toi ou en classe, tu avais peut-être des difficultés à le faire, alors que sur les réseaux, c'était plus facile? Est-ce que tu as une explication? Sur les réseaux, t'es face à ton téléphone, donc c'est beaucoup plus simple. T'es un peu tout seul dans ton monde, t'es chez toi, donc t'es dans un environnement quand même assez safe. Et du coup, c'est plus facile de te lâcher comme ça. Et souvent, tu remarqueras que les personnes des réseaux, quand tu les vois en vrai, ils sont hyper timides. C'est quelque chose que tu as pu observer? Ouais, beaucoup. Et souvent, ils sont très introvertis. C'est pas les personnes que tu vas voir forcément le plus. Alors, il y en a qui sont hyper à fond à côté, mais il y en a d'autres qui sont très un petit peu plus timides. OK. Donc toi, tu faisais partie de ces personnes-là? Oui. Et qu'est-ce qui a fait donc ce bouleversement? En fait, un jour, mon directeur m'a dit: «Si tu veux, tu pourrais parler de surdité à un petit groupe. J'ai un petit groupe qui aimerait, enfin, c'est des personnels d'hôtel. Tu viens avec moi et puis je te laisse 5-10 minutes parler de ton parcours, et cetera». Au début, je me dis: «Ouh là, horrible, comment je vais faire?» Et puis au final, j'y vais. Je me dis: «Tu sais quoi Rose? Tu te lances, tu verras». Je le fais, je prends beaucoup de plaisir à le faire. J'ai été ravagée par le stress, hein, ça veut pas dire que ça disparaît, mais j'y suis allée quand même, j'ai osé. Puis après, on m'a appelée pour une autre conférence qui n'avait pas à voir, de la mère d'une amie qui m'a dit: «Si tu veux, tu peux venir, juste, au petit-déj et tout, tu pourrais parler à mes collaborateurs et cetera». Je me suis dit: «Mais pourquoi pas? Ça peut être un exercice», je dis: «Oui», alors que j'ai jamais encore fait. Et elle me dit: «Elle me présente, tu sais, comme la conférencière qui a déjà fait des trucs». Je dis: «Ouh là!» J'arrive sur place, je me dis: «OK, tu sais quoi? Fais comme si t'avais déjà fait 100 conférences, tu fais comme si». Et j'avais même pas de fiche. J'étais venue, je me suis dit: «L'exercice, c'est que tu te lances, tu te mets dans un bain glacé et tu vois et tu te débrouilles».
Et du coup, je l'ai fait, je me suis débrouillée et ça a débloqué la peur que j'avais en moi et après ça petit à petit, ça disparaissait. OK, alors tout ça, on va en parler parce que c'est vrai que c'est pas forcément facile, comme tu dis, quand tu débutes parce que, bah, ce qu'on a en commun, c'est qu'à la base, on n'était pas conférencières, on était, voilà, on travaillait au sein d'entreprises et finalement, c'est souvent ça, j'ai l'impression, c'est des personnes qui viennent nous chercher, qui nous identifient et qui nous disent: «Bon, ben, viens, prends Exactement. la parole, exprime-toi». Toi, du coup, si j'ai bien compris, il est venu te chercher parce que, du coup, il avait vu ce que tu pouvais proposer sur les réseaux et quand il est venu te voir, il t'a dit juste: «Viens, t'exprimer», mais il t'a pas forcément aidé à construire ta prise de parole? Pas du tout. OK. Il voulait vraiment que ça soit naturel et que ça vienne d'une histoire, bah, personnelle en fait, de ce que j'avais vraiment vécu et du coup, bah, je me suis dit, «Bon, soit c'est moi, je peux pas oublier que mon histoire». Du coup, c'était beaucoup plus simple comme exercice. Donc il y a eu ce moment-là. Après, tu m'as dit que c'était donc la mère d'une de tes copines, c'est ça? Et qui t'a dit: «Viens juste parler de toi». Qui en fait, elle travaillait dans une grosse entreprise et il y avait des fois des sortes de cafés, des cafés, petit déjeuner où tu sais, des fois, ils font des petits talks et cetera. Ils amènent des intervenants et elle m'a dit: «Mais pourquoi pas toi?» Et elle était hyper à fond, elle me parlait du thème, voilà, le but était de briser un peu le tabou en entreprise parce qu'il y avait Mmh. apparemment, il y avait 2 personnes malentendantes qui n'osaient pas, parler, de leurs difficultés. Elle m'a dit: «Ce serait bien que tu le fasses comme ça, peut-être que ça décoincerait la parole». Du coup, bah, c'est comme ça que ma première expérience vraiment, pro a commencé. OK. Et du coup, ton entourage qui te connaît en tant que timide, comment est-ce qu'il a réagi quand tu as dit, je sais pas, peut-être à tes parents, à tes amis, «Bon, bah, maintenant je vais devenir conférencière, là j'ai déjà pris la parole à cette occasion et puis à cette autre occasion»? Je pense que je l'ai pas dit tant que je l'avais pas fait. Je leur ai pas dit, «J'aimerais être conférencière», je leur ai juste dit: «Bon, bah, là, je vais juste parler comme ça». Je savais même pas que c'était un métier à la base. En fait, je l'ai découvert après parce que j'ai commencé à fréquenter d'autres conférenciers qui en vivaient et c'est petit à petit quand je me suis ren en fait, j'ai découvert ce métier comme ça. Tu sais, on m'a appelée, parce que peut-être ils avaient vu quelques interviews, ils se sont dit: «Ah, mais tiens, tu pourrais le faire en public» et c'est vraiment comme ça que ça a débuté et mes parents, ils m'ont suivie. Ils me disent ils me laissent faire parce que je suis quand même un peu têtue. OK, un peu têtu, je pense que c'est important ça. Et c'est marrant parce que depuis tout à l'heure, tu as dit à plusieurs reprises le mot «juste». Non, mais c'était, «Je suis juste venue me présenter comme ça, j'ai juste fait ça». Mais en fait, une conférence, on le sait, c'est pas Ouais. juste un petit passage sur scène où on vient, raconter, notre vie. Souvent, c'est quelque chose de bien plus construit. Là, tu nous as parlé des 2 premières expériences que tu as eues. Ouais. Du moment où tu t'es dit: «Bah, finalement, moi, j'ai envie de devenir conférencière». Alors moi, les questions qui me viennent, c'est déjà qu'est-ce qui s'est passé après? Et puis comment est-ce que tu as fait aussi pour justement construire, ta prise de parole, construire ta conférence et pouvoir répondre aux attentes du public? Alors du coup, j'ai terminé mon alternance, donc de 2 ans, donc j'ai terminé en parallèle mon master 2. C'était en même pas en rapport avec les conférences, mais c'était du marketing du luxe, donc j'adorais le luxe, donc je voulais approfondir ce domaine et je me suis dit: «Mais j'ai découvert la freelance». Je me dis: «Bah, tiens, vu que tu te sens pas bien dans le bureau, que tu te sens pas à ta place, pourquoi tu te mettrais pas en freelance et tu tenterais, voilà, de vivre de tes conférences, et cetera». Et puis, je me suis lancée et en fait, grâce aux réseaux sociaux, j'ai commencé à avoir de l'appel entrant et du coup, je me suis dit: «Ah, là, il y a de la demande, il faut que je construise quelque chose». Du coup, j'ai commencé à me poser et là, c'est comme ça que ma première conférence est née. Donc j'ai commencé à construire qu'est-ce qui a marché avant, quand je parlais à des petits groupes, qu'est-ce qui marchait pas et hop, j'ai construit comme ça. OK, donc si je comprends bien, tu es vraiment partie, du terrain, de ce que tu as observé, des premiers retours que tu as eus pour, réussir à structurer un peu cette conférence. Exactement. Et là, tu dis que tu as, tu m'arrêtes, hein, si je me trompe, si j'ai Non, pas non. bien compris, mais que en fait, finalement, c'est par les premiers retours que tu as eus que tu as construit ta conférence. Donc comment ça s'est passé pour toi? Est-ce que tu as eu un contrat et tu as commencé à construire ta conférence? Ou est-ce que tu as d'abord construit ta conférence en me disant: «Je construis le produit et puis après, je vais chercher à le commercialiser»? Je pense que j'avais déjà construit ma conférence sans même m'en rendre compte et en fait, petit à petit, grâce aux retours que j'avais pu avoir, j'avais déjà quand même, quelque chose et quand j'ai terminé, mon alternance, j'avais déjà quelques interventions et en fait, même enfin, comment dire? Je sais pas si toi c'est pareil, mais quand je fais une conférence même après, je prends toujours les retours qu'il y a et je peux modifier en fait, cette conférence, selon. Je me dis: «Ah mais ça en fait ça marche plus» et je pense que c'est aussi important de s'adapter au fur et à mesure et de pouvoir être ouvert au changement et aussi parfois, bah, par exemple, je vais dans une entreprise qui parle de mode, je vais peut-être essayer de contourner ma conférence pour parler un petit peu plus de mode, par exemple. Mmh.
Ouais, vraiment de personnaliser et puis, moi je suis complètement en phase avec ce que tu dis, de réussir à ajuster pour que ça réponde au mieux aux besoins de ton audience. Mais c'est pas toujours facile parce qu'il y a le côté un peu, presque comme quand tu fais du one man show, disons: «Bah, je vais tenter des choses Oui, et puis on va voir comment ils vont réagir». c'est exactement ça. Je sais pas si toi, des fois, tu testes des choses en conférence, tu te dis: «Bon allez là, je me lâche» et tu vois la réaction et des fois ça prend super bien, des fois moins. Du coup, tu te dis: «Bon, bah, on va arrêter» Est-ce ou alors, il y a des super bonnes surprises. est-ce que tu as des exemples justement de choses qui ont très bien fonctionné, comme à l'inverse de choses qui ont moins bien fonctionné? Ça peut être des anecdotes que je raconte et des fois je prends des tons différents. Où je teste différents tons et un jour, je sais pas ce qui s'est passé, je me suis écoutée, j'étais vraiment envahie d'un truc hyper positif. Du coup, je me suis mis à avoir des réactions, mais super marrantes et ça a fait rire, mais vraiment tout le monde, les gens, ils étaient explosés de rire. Je me suis dit: «Mais en fait, il faut que je sois un peu faut que je me lâche plus» et c'est pour ça que j'ai compris que je voulais aussi une conférence qui soit parfois un peu humoristique. Parce que je voyais que les réactions en face étaient hyper marrantes, enfin, ça décomplexait toute une salle, quoi Mmh. et c'est pour ça que maintenant je suis un peu plus, dans l'humour. OK. Mais je pense que ce qui est important aussi, et c'est ce que tu évoquais là, c'est d'être aligné avec qui on est, de peut-être pas vouloir jouer un personnage parce Exactement. que je pense que c'est ça qui fait que ça touche aussi, notre public. Mmh. Et toi par ailleurs justement tu es actrice, donc là on a vraiment, là on incarne un personnage, donc quand tu es sur scène, comment est-ce que tu as fait ou comment est-ce que tu fais, pour faire la différence entre, Rose, actrice qui est dans ce personnage et Rose qui était peut-être au début actrice sur scène, mais en tout cas qui tend à devenir un peu plus elle-même? En fait, les conférences, comme c'est quand même mon histoire, c'est plus facile de rester soi parce que là-bas, c'est vraiment, mon histoire, ce que j'ai vécu et cetera et je le ressens toujours. C'est pour moi, c'est un peu une thérapie, la conférence, c'est-à-dire que je parle de mon histoire, je transmets des messages, j'essaye de faire créer des déclics chez les gens, mais c'est très personnel, c'est très, juste comme tu dis, je suis très alignée quand je fais les conférences et quand je suis actrice, je suis vraiment conditionnée à jouer un personnage donc pour moi, c'est vraiment le conditionnement, la différence. OK. Donc je joue pas enfin, l'actrice, ça peut me servir en conférence, par exemple, pour le côté, des exercices avant, pa comme le théâtre, où je vais souffler selon le nombre de personnes, le stress, il peut varier. Je souffle, je fais des exercices pour, être centrée et cetera et ça, je peux le faire aussi quand je tourne une scène qui est compliquée, bah, c'est lié, mais je vais pas jouer un personnage pendant les conférences, je pense. OK. Et est-ce que tu fais partie des conférenciers qui ont leur tenue de scène où tu viens quand même, te préparer? Tu as quand même une forme de conditionnement ou pas du tout? Oui. Les tenues, tu parles plutôt apparence? Oui. J'ai pas cette je connais des gens qui ont vraiment la même tenue, c'est vraiment leur identité. Moi, j'aime bien, alors je me suis rendu compte que j'adorais, tout ce qui est luxe, bien m'habiller avec des belles pièces et cetera. Je pense que je vais l'explorer un peu plus selon, les conférences et tout et parfois, j'aime bien être habillée pour être proche du public et quand c'est des plus grosses conférences avec 400-300 personnes sous forme d'un peu de spectacle, là, je vais chercher à vraiment m'habiller avec, une apparence très, chic. OK. Donc finalement, tu t'adaptes aussi, à l'environnement et au public que tu as face à Exactement. toi. Avant de revenir, parce que là, dans ce que tu as dit, il y a des éléments qui m'intéressent aussi sur, juste la gestion des émotions, la gestion du stress, donc on y reviendra. Mais avant ça et j'aimerais bien approfondir avec toi, la partie construction de la conférence parce que ce qui est particulier chez toi, c'est comme tu l'as dit, c'est très incarné, c'est basé sur ton histoire, sur ton parcours et en même temps, vu que tu veux sensibiliser, il va falloir que tu touches ton public, Mmh mh. qui eux n'ont pas vécu ce que toi tu as vécu. Donc comment est-ce que tu fais aujourd'hui concrètement pour réussir à leur faire vivre ou à leur faire ressentir ce que toi tu ressens? C'est une très bonne question. Je pense que déjà la manière dont on le dit, en fait, je vais essayer de trouver les bons termes pour pouvoir vraiment toucher la personne et surtout je vais, utiliser tout ce qui est images et c'est très interactif, par exemple. Je vais leur montrer qu'est-ce qu'on ressent. Je vais leur montrer, par exemple, une vidéo, YouTube que j'ai, qui en fait, montre ce qu'entend une personne implantée, ou quand on active pour la première fois, les 30 jours après et cetera. Je vais essayer de décrire au maximum ce qu'on peut ressentir et c'est pour ça que je l'ai construit d'une certaine façon avec, par exemple, j'ai une carte qui montre ce qu'on ressent, ce que ressent un enfant malentendant en lisant Céline, que j'avais mis dans mon livre et j'essaye d'une anecdote, en fait, où je montre, par exemple, comment développer la résilience et c'est construit de façon à y aller progressivement et en même temps expliquer ce que c'est la surdité et quel est l'impact que ça peut avoir.
OK. Et du coup, si tu dois être encore plus concrète, est-ce que tu peux nous expliquer, comment tu fais pour capter l'attention du public dès le départ? Et puis pour réussir justement à les amener à aller, de plus en plus en profondeur dans la compréhension, de ce qu'on fait? En fait, j'arrive, je suis moi, j'y commence directement et en fait, j'y vais progressivement et c'est cet aspect progressif qui vient capter petit à petit l'attention. Je pense que tu pourras jamais avoir 100 de la salle dès le début. Il y a toujours un moment où les gens ils disent: «Bon, qu'est-ce que je fous là?» ou les gens même l'intention, le cerveau pourra jamais capter directement. C'est pour ça que j'utilise des mots directs forts, «bonjour» et je viens caler mon histoire, mais des moments vraiment clés. Et en fait, quand tu parles du perso, les gens sont beaucoup plus captivés quand tu viens faire des termes plus corporate ou que tu viens vraiment raconter quelque chose comme si tu étais médecin et que t'expliques un truc, c'est beaucoup plus compliqué. Alors que quand tu parles du perso dès le début, les gens ils sont touchés, tu touches bah, forcément des parents, Mmh. ils veulent savoir ce que j'ai vécu, etc. Et j'essaye de mettre des petits moments de suspense pour qu'ils se disent: «Ah, on veut savoir la suite». OK. Mais c'est vrai que, dans ce que tu dis, donc toi, tu arrives tout de suite et tu parles de ton histoire, de qui tu es, c'est ça? Oui. OK. Parce que, si je fais un parallèle, tu vois, moi, par exemple, sur mes conférences, ce que j'aime bien faire, c'est assez rapidement faire, poser des questions au public avec un système de vote à main levée. Je leur propose aussi de visionner, un témoignage, vidéo. Heu et ça, c'est ce qui permet de créer le lien et moi, je viens, par exemple, sur, mon histoire dans un second temps. Mmh. Donc c'est ça aussi qui m'intéresse. Toi, en fait, tu assumes le côté incarné, tu Oui. parles de toi dès le départ et après tu parles de suspense parce qu'en fait, ça, c'est aussi un enjeu, quand tu as des personnes, tu parlais tout à l'heure de 300-400 personnes pendant 1 heure avec toi, tu dois maintenir leur attention. Donc tu disais, tu crées du suspense. Comment tu fais pour créer ce suspense? En fait, je cale un petit peu je vais pas tout dire dès le début. C'est-à-dire, par exemple, ils vont se poser plein de questions, et je les laisse, je fais exprès qu'ils se posent des questions. C'est-à-dire que je vais pas tout dire. Ça peut être, par exemple, dans mon parcours, je vais pas dire certaines choses et en fait, je vais venir rebondir après et du coup, le spectateur, il va: «Ah voilà» et en fait, Mmh. ce laps de temps qu'il a eu pour réfléchir, il peut s'imaginer plein de trucs et en fait, son cerveau, il va travailler et du coup, ce que je vais dire après, ça va encore plus t'impacter parce que ça va être comme la réponse à la question qui se OK. pose et cetera. En fait, tu le rends un peu indirectement acteur? Exactement. OK. Et est-ce que tu as un exemple d'un moment de ta Heu, conférence où parce que j'aime bien l'idée, de les faire se poser des questions. Je trouve ça hyper intéressant. Ça peut être, par exemple, dans mon parcours, j'évoque, que de ma naissance à mes 8 ans, par exemple, personne n'a rien vu dans mon diagnostic. Il y a rien qu'il y a eu et pareil dans ma scolarité, je vais pas trop en dire et cetera. Ils vont se dire: «Mais qu'est-ce qu'elle a ressenti?» Parce qu'ils se disent: «Mais elle dit rien, par rapport à ça». Je leur explique juste qu'est-ce que j'ai ressenti en tant qu'enfant, sans vraiment savoir ce qui m'arrivait, et c'est après que je vais leur donner les réponses. C'est, voilà, moi, comment je faisais pour m'adapter et cetera. Mais je vais venir, juste expliquer, voilà, là, de mes 0 à mes 8 ans, heu, je vivais dans un monde, j'essayais de trouver les visages des gens, j'essayais de et ils disent: «Mais les parents, tout ça, ils ont rien vu, pourquoi?» Et ça, ces questions-là, je vais répondre après et en un premier temps, je vais raconter que mon ressenti en tant qu'une petite fille qui est née sans entendre, mais qui ne le savait pas et qui a juste développé des tips pour, «s'en sortir» entre guillemets. Donc en fait, tu nous plonges avec toi dans ton enfance, on revient en Voilà. arrière, enfin voilà, on va dire entre tes 0 et tes 8 ans pour, essayer de comprendre comment toi tu as vécu les Mmh. choses. Et ce que j'ai noté aussi dans ce que tu disais tout à l'heure, c'est, tu as parlé de vidéos, tu as parlé aussi de choses que tu projetais, donc tu as un support visuel, Ouais. je suppose. Est-ce qu'il y a d'autres éléments, visuels ou autres, qui te permettent aussi de capter, de maintenir l'attention avec ton public? Je vais se poser des questions comme tu disais aussi, c'est hyper important de faire des sortes de sondages parce qu'en fait ça peut créer des moments marrants parce qu'il y a des fois, il y a des réponses qui sont un peu, et je trouve que le côté comme tu disais, de pouvoir se rapprocher de son public aussi de façon interactive et poser des questions au-delà des supports, visuels ou sonores que je peux avoir. Donc c'est le côté vraiment aller chercher le public aussi. Et quand tu vas les chercher, tu leur poses des questions ouvertes, c'est des votes à main levée, comment tu t'y prends? C'est des questions. Des questions ouvertes, Ouais. donc ils peuvent répondre ce qu'ils veulent? Oui. Ou alors OK. quand il y a par exemple trop de monde, bah là, tu peux pas forcément poser trop de questions à tout le monde, donc là, ça va être plutôt des votes à main levée et des fois, je vais rebondir avec des trucs un peu marrants et cetera. OK. Et il y a une question qui me vient en tête, forcément, et là, c'est en lien avec, l'handicap. Moi, je me suis déjà retrouvée dans des situations où j'ai aussi lancé des questions. Je voyais bien que les gens me répondaient, mais j'entendais rien.
Et donc là, tu as un grand moment de solitude où tu as beaucoup de gens face à toi. Tu n'entends pas, ou même à la fin moi j'aime bien les sessions questions-réponses. Pareil, d'avoir, voilà, de se sentir vraiment seul sur scène. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Et si oui, comment est-ce que tu as fait face? Bien sûr. C'est un gros moment de solitude qu'on vit. Je pense qu'il y a une affaire d'acceptation aussi de se dire: «OK, c'est normal». Aussi, je parle de surdité, donc si j'accepte pas que moi non plus j'entends pas et cetera. Donc il faut être, j'ai appris à quand même être plus douce avec moi et quand ça arrive, soit je demande souvent il y a une personne de l'équipe qui est là ou une personne qui vient voir, écouter la question et elle vient à côté de moi me la dire. Donc OK. je l'envoie quelqu'un comme un messager, venir prendre la question ou alors dans le pire des cas, on me l'écrit. Et ça veut dire que ça, tu l'as défini en amont avec ton client? Ouais, pas la première fois parce que je savais en fait, je pense qu'inconsciemment, je me disais: «Non, je suis capable de tout faire, moi-même» et ben, un jour, ça te rattrape et non, c'est là que j'ai commencé à vraiment poser mes limites, à me dire: «OK, ça, j'aurais peut-être dû faire plus comme ça» et cetera et c'est petit à petit que tu apprends à te connaître parce que je savais pas du tout comment je fonctionnais en conférence et cetera et c'est petit à petit que j'ai mis ces petites choses en place. Et du coup, toi, ta volonté, c'est de sensibiliser ton public, mais au final, indirectement, tu sensibilises aussi tes clients en leur, expliquant justement quels sont tes besoins. Comment est-ce qu'ils réagissent en général? Très bien. Je sais pas toi si tu as déjà eu des retours, mais p franchement, ça en fait, souvent quand je rentre en entreprise, je sens il y a quelque chose de très, très, dur, très corporate, où les gens vont pas par exemple, il y a certaines personnes qui n'osent pas dire, leur vie, leur vie perso et des difficultés qu'ils vont vivre. On sent qu'il y a cette, un peu cette hiérarchie qui est très forte et souvent quand j'arrive à la fin de la conférence, j'adore voir en fait tous ces visages qui s'apaisent, ces gens qui discutent, de choses personnelles, des gens qui viennent aussi parfois, hop, en mission handicap pour dire: «Voilà, j'ai une difficulté et j'aimerais de l'aide» et en fait juste de créer ce pont entre la hiérarchie, les gens, les salariés et cetera, de pouvoir, faire en sorte que l'environnement il soit encore plus sain et que les gens discutent et ça, je le vois beaucoup en fin de conférence. Et tu as le sentiment que c'est parce que toi, tu t'autorises à parler de ta vie perso que ça les autorise aussi? Ou comment est-ce que tu expliques ça? Je trouve que en fait, le fait de justement, ce que tu dis, c'est que quand en fait, je viens en tant que moi, c'est-à-dire, je mets pas je cherche pas à jouer un personnage, je suis moi. Je parle avec mes mots, je viens, et en fait, c'est le moi que peut-être j'oserais pas être en entreprise. Et en fait, de venir casser un peu, de les sortir un peu de ce truc, de mettre des blagues, tu vois, de les faire revenir à eux-mêmes et là, c'est là que la magie, elle opère. Donc c'est faire des blagues, c'est parler de moi, en fait, quand tu parles de tes faiblesses, que tu assumes, en fait, qui tu es devant les autres, bah, tu peux que avoir des réactions positives. Et tu as parlé plusieurs fois d'humour, de blagues. On faisait tout à l'heure le parallèle avec le Comedy Club. Comment est-ce que tu fais pour, est-ce que ces blagues, elles sont préparées? Non, Est-ce pure impro? Tu ouais, es sur scène et là là, tu as une petite blague qui te vient ouais. et tu testes? En fait, j'ai des anecdotes que je raconte qui sont super marrantes, donc je vais peut-être varier l'intonation, mais parfois c'est du feeling. Je vais réagir à une question, une réponse et cetera. On va tous rigoler et c'est vraiment pour créer cet environnement et j'ai toujours été comme ça. OK. Je pensais pas jouer, Et comment, parce que quand on prépare une conférence, il y a forcément une préparation, on prépare une trame, on écrit aussi certaines parties de sa conférence. Comment est-ce que tu trouves l'équilibre entre cette préparation qui a une forme de rigueur et du coup ce moment, plus spontané une fois que tu es sur scène? justement, par rapport à ma préparation, moi je n'écris pas ma conférence, c'est-à-dire que je vais noter les points clés. C'est très, cadré, donc je vais savoir où je dois aller, mais je me laisse aussi l'espace de juste, raconter ce que j'ai envie de raconter et ça, c'est hyper intéressant parce que ça enlève ce côté, très récité, très il y en a qui arrivent super bien à le faire, on dirait pas du tout qu'ils l'ont écrit, mais moi, je sais que dans mon fonctionnement, j'ai besoin de me laisser, libre arbitre d'écouter mes émotions. Si j'ai une blague à dire, je vais la dire et ça marche super bien. OK. Alors moi, je fais partie de la team, on écrit sa conférence et les personnes que j'accompagne aussi à écrire leur conférence, c'est vraiment ce que je leur demande de faire, de passer par cet exercice-là qui est un peu laborieux, enfin, faut quand même le dire, c'est pas forcément facile, mais un peu comme, pour l'acting, en fait, moi j'ai le sentiment que plus tu vas travailler ton texte,
plus, en fait, le jour J, tu arriveras à t'en détacher? Parce que ce que tu as évoqué aussi, tout à l'heure, c'est la gestion du stress, Mmh. quand tu es face à des grandes salles. Oui. Bah, alors ça veut pas dire que j'arrive avec un texte à trous, où il y a rien du tout dessus. Non, c'est quand même hyper bien travaillé à l'avance. Mais je veux dire quand, je vais mémoriser surtout les points clés, Mmh. je vais quand même écrire, beaucoup de contenu sur ma conférence, mais je vais mémoriser certains mots clés parce que je sais dans ma tête ce qui se passe à ce moment-là et je sais ce que je dois raconter. Et je suis très, je sais pas si c'est l'audition qui fait ça, mais je suis très visuelle et très, je vais faire fonctionner ma mémoire, j'adore faire fonctionner ma mémoire. Je sais pas si c'est J'ai pas entendu souvent cette phrase: «J'adore faire fonctionner ma mémoire». En ouais. général, moi, les retours que j'ai, c'est plutôt des personnes qui disent: «Ouh là, C'est vrai? j'arriverai jamais à retenir tout ça, comment je vais faire?» Et moi je sais pas, j'ai jamais eu de trou, sur scène grâce à cette technique. OK. Alors je viens peut-être, c'est peut-être, voilà, tu un cas à part, mais j'ai En tout cas, tu identifies des mots-clés et toi, c'est ce qui t'aide à retrouver ta structure une fois que tu es sur exactement. scène. Mais je l'ai travaillé en amont. Donc je sais déjà toute la trame, en fait. Oui, puis comme tu disais, tu as aussi ton support visuel, donc il y a toute cette trame qui est construite. Et comment est-ce que tu fais le jour J pour gérer, potentiellement l'appréhension, le stress qui peut un petit peu monter? Parce que c'est vrai que, au final, ça peut être, on peut être stressé face à 50 personnes, mais quand on fait des grandes salles, ça peut aussi ajouter un stress supplémentaire. C'est une bonne question. En plus, là, récemment, là, j'ai eu un bel exercice où j'avais que 10 minutes pour dire mon c'est vraiment comme un TEDx et c'était «Je ne suis pas un handicap». On avait, 10 minutes pour présenter un pitch, très bien cadré et cetera. Donc là, tu as le stress du chrono, tu as 400 personnes, c'était dans une salle qui était pas vraiment spectacle, donc c'était encore plus tu es vraiment face au public et là, c'est comment, tu gères, en fait et pour une conférence que voilà, tu testes et cetera et je me suis mise un petit peu à part. J'ai commencé à souffler, moi j'ai des exercices de respiration et ensuite, une fois que j'arrive sur scène, par exemple, quand ça peut arriver dans le track où tu as des trous, Mmh. ton cerveau, il se met en tout noir et bah, là, je fais comme si et j'avais appris ça au théâtre. C'est en fait, tu marques des moments de pause où tu fais faire enfin, tu provoques la réflexion chez les personnes et c'est pendant ces moments de pause que tu t'autorises que tout revient, tout se remet en place et cetera et moi ça j'ai découvert cette technique. Depuis, j'ai plus peur parce que je me laisse, et j'y vais et je prends pas le temps de réfléchir en fait à souvent on a la petite voix: «Et si il se passe ça? Et si tu oublies? Et si?» Tu t'apprends à juste tu regardes les gens mais pas trop non plus et tu vas droit au but. OK. Donc si je comprends bien et si je résume, encore une fois, tu m'arrêtes, c'est pas ça. C'est avant de monter sur scène, vraiment tu souffles, tu te recentres en fait sur toi et pour pas te laisser envahir par le stress Oui. et la technique que tu as développée sur scène, c'est si tu sens que tu as un petit trou de mémoire ou tu sais plus trop, dans quelle direction les amener, finalement tu proposes une question, qui eux les met en réflexion Non, et non, c'est pas je ça? pose pas de questions. Non, juste je Tu fais les des moments de pause. C'est-à-dire, OK. par exemple, tu t'évoques un sujet, tu parles et d'un coup, tu parles plus, mais tu montres pas que ton cerveau il est en ébullition, mais tu les regardes comme ça avec, vraiment aisance, comme si tu maîtrisais tout. Et hop, tu reprends ton truc et en fait, c'est juste, c'est du théâtre, c'est pas faire semblant, mais tu vas pas montrer que tu es dans un moment de solitude, en fait. Tu fais comme si tu gérais et en général, dans ta tête, ça dure 10 minutes. En réalité, ça dure genre 10 secondes, hein, max. Donc en fait, toi, tu sais que dans ta tête, tu en mode, «Warning, warning, warning, je Oui, me connais, je sais plus ce que je dois raconter», ouais, mais t'apprends ça se à voit pas. oui, OK ça se voit pas du tout. et donc tu acceptes en fait de te dire: «Bah, je sais pas, je vais regarder mon public, Oui, je laisse ce temps de silence et puis ça du coup, ça va me revenir» et oui. tu te fais confiance, quoi. Toi, ça t'est déjà arrivé, D'avoir, sur scène d'avoir souvent c'est je sais pas si c'est une petite voix dans ta tête ou c'est ton cerveau qui je sais pas, il y a des ouh. tu veux dire, par exemple, quand dans ta tête, tu te dis, «Ouh là, ouh là, ouh là, j'ai l'impression que là, mon public Oui. n'est pas du tout avec moi», Alors ça ce peut être genre? ça ou des trous de mémoire. Hem Ça dure peut-être des fois ça dure 2 secondes, mais tu as l'impression que ça dure 10 minutes. Ouais, alors trou de mémoire, non, pas franchement parce que, moi pour le coup j'utilise beaucoup, beaucoup de slides, avec, des images, c'est voilà, plutôt des images assez humoristiques, mais vraiment beaucoup de slides parce que ça me permet justement de mémoriser. Donc ce point-là pas trop. Par contre ça m'est arrivé, maintenant voilà, j'ai réussi à m'en détacher, mais au tout début, des fois ça m'est arrivé donc je suis sur scène et puis, lors des, 5 premières minutes, je vois des gens qui sont comme ça, au premier rang
Et en fait, Alors je me ça disais: «Waouh, s'ils sont comme ça veut dire que, ils sont pas du tout avec moi» et en fait, non, il y a plein de personnes qui se mettent dans cette posture parce qu'elles sont aussi en train de t'écouter, parce qu'en fait, tu les as captés et c'est des gens qui viennent te parler après, qui disent plein de choses positives. Donc maintenant, j'ai appris à me dire: «OK, il y a ce qu'on renvoie quand on est mmh en public et puis il y a ce qu'on pense et c'est pas forcément la même chose». et je sais pas aussi, je me suis rendu compte que souvent moi je vais beaucoup voir des conférences aussi parce que ça m'aide, par exemple quand je fais une conférence, je m'imagine moi à la place du public Mmh. et du coup quand tu es dans le public, tu aucun stress, tu rien du tout, juste tu t'es posé et j'essaye de me dire: «OK, moi aussi j'aurais été dans cette position à ce moment-là» et du coup ça m'enlève ce stress parce que je me considère comme si j'étais public avec eux, si tu veux et du coup ça t'enlève cette pression que tu peux avoir. OK. Mais et Donc comme toi j'ai vécu, en fait moi, j'aimerais évoquer ça, c'est que comme je suis jeune et que j'avais cette casquette créatrice de contenu. Quand j'arrivais en conférence parfois, hein, ça peut pas arriver tout le temps, mais j'ai des personnes qui me jugent énormément et du coup, j'avais cette pression et je l'ai encore aujourd'hui j'ai beaucoup de choses à prouver aujourd'hui et du coup, je sens le jugement, ils disent: «Ah mais c'est qui cette jeune là qui vient nous donner un cours sur la vie, aujourd'hui?» et je dois un peu, et c'est pour ça que dès le début, j'ai ce rôle de casser tout de suite ce préjugé qu'on met sur moi, l'étiquette qu'on met sur ma tête et ça m'est arrivé pas mal. et comment tu fais dès le départ pour réussir à casser ce préjugé? Hem, souvent je rentre dans le vif du sujet, je dis, «Bah, je sais que je suis jeune et je sais que voilà, vous voyez ma casquette, créatrice de contenu, mais voilà ce que j'ai à dire» et là direct les gens ils arrêtent tout de suite et en fait j'évoque, en fait, je rentre dans le vif du préjugé et je leur explique, je leur donne mes arguments et du coup, bam, il y a plus rien. Mmh. Mais ce que tu évoques là, je pense que ça, c'est vraiment une des clés pour une conférence qui fonctionne, c'est de connaître tellement bien, ce que peuvent avoir dans la tête les personnes qui sont face à toi, que quand tu verbalises tout haut, en fait, ce qu'ils pensent tout bas, ça capte leur attention et ça te donne l'opportunité pendant, voilà, tu as capté leur attention pour 10 minutes et donc pendant 10 minutes, tu peux dérouler tes arguments et les capter d'une autre manière. Mmh, Je pense que ça, c'est extrêmement important, ouais. extrêmement puissant, en fait, de bien connaître les préjugés, les stéréotypes, comme tu disais, tous les préjugés qu'on peut avoir, sur notre sujet, mais aussi sur nous en tant que personne. C'est super puissant et est-ce que ça t'arrive d'avoir des personnes, qui viennent te voir après en te disant: «Ah bah, moi, quand je t'ai vu arriver, j'ai pensé ça et en fait, après t'avoir écouté, je pense autre chose»? J'en ai jamais qui sont venus me le dire, j'ai entendu. Moi, en fait, il y avait quelqu'un qui le disait à son collègue et je l'ai entendu. Je sais pas comment j'ai entendu, mais je sais pas, j'étais pas très loin et je me suis dit: «Ah, c'est ça qui se dit de moi» Et alors ils se disaient quoi? et il me disait: «C'est qui cette jeune là qui va nous faire, cette conférence là?» Et je dis: «Non, c'est pas elle, c'est pas possible et tout» parce que juste avant, parfois, je suis un peu présente il y a un café, souvent un pot et du coup, après, ils se disent pas que c'est moi qui vais intervenir et c'est pour ça que c'est super drôle quand j'arrive devant eux, ils se disent: «Ah bah si, c'est elle qui va intervenir». Donc oui, j'ai C'est marrant ce que tu dis parce que ça me fait penser à une anecdote où c'était pareil, il y avait aussi, un verre, on va dire, avant la conférence et j'y avais assisté, enfin j'étais présente. Et là, il y a une personne qui dit, parce que moi j'intervenais sur le sujet des jeunes générations et c'était, «Oui, bah, mais quelqu'un qui vient de parler des jeunes générations, ça c'est un sujet, on peut plus de l'entendre et puis apparemment c'est une petite jeune qui vient nous parler de ça. Bon, on va voir ce qu'elle va nous raconter, mais ça a pas l'air très sérieux». Moi, j'étais juste à côté, quand une personne dit: «Mais vous la connaissez?» Donc je me suis permis de dire: «Bah oui, c'est moi» et là, oh bah, les là personnes là! étaient un peu mal à l'aise. Après j'ai pris la parole sur scène et ensuite ils sont venus me voir en me disant, «OK, en fait, c'est hyper intéressant», enfin voilà, plein de choses, très positives. Mais du coup, quand tu commences ta conférence, faut avoir cette capacité à détacher de ce que tu as entendu, quoi. Bah, ce que tu as vécu, je l'ai vécu aussi. C'est marrant Et et du coup, ça arrive plus qu'on ne le pense. c'est quoi le conseil qu'on pourrait donner à des personnes qui nous écoutent peut-être et qui, bah, elles vont peut-être être confrontées demain à ce Des type de personnes jeunes qui situation? sont Ça peut être, des personnes, jeunes ou même des conférenciers, des jeunes conférenciers en tout cas. Qu'est-ce qu'on pourrait leur dire? de pas écouter, ce qu'on dit sur vous, de juste d'être centré avec votre message parce que mine de rien ce qu'on fait, c'est quand même, on porte un poids en fait, un message, qu'on a à transmettre et de pas lâcher le côté important de votre message. C'est-à-dire que on vient pour, un petit peu changer la société mais avec des petits grains et notre travail est quand même, c'est hyper important et impactant et d'être focus sur ça, en fait, sur ce message qu'on a à transmettre et pas la vie des autres et pas ce qu'il dit sur nous et de justement, garder, et c'est pour ça que l'impro, le théâtre, pour moi, pour ce genre de métier, c'est hyper intéressant parce que tu es sûr de toi, t'arrives,
bam, t'imposes, peu importe si on pense que t'es trop jeune, dis machin, tu montres qui t'es et t'es fier de qui tu es. Donc si je leur donne un conseil, c'est être fier de ce qu'ils sont. OK. Et si on devait continuer un petit peu la minute coach, on va dire, ce serait quoi les 3 conseils que tu aurais aimé qu'on te donne avant de débuter? J'aimerais qu'on dise parce que souvent on peut se dire conférencier, c'est direct, hop là, tu un expert et cetera. C'est s'autoriser à aussi, tester des choses, à peut-être accepter que, voilà, ta conférence, au début elle est pas c'est pas hyper construit, que ça c'est au fil du temps que tu construis et que tu t'améliores et cetera. Donc accepter déjà de se lancer, d'oser, de se mettre dans le bain et puis après tu te débrouilles, tu te débrouilles déjà avec ce que tu as et moi ça c'est ce qui a été le plus formateur pour moi pour reprendre confiance, pour, construire des conférences de plus en plus, pertinentes et voilà, moi c'est mon secret. Donc être fier du message qu'on porte et de ce qu'on adresse, hem, se faire Ne pas avoir confiance, peur, ne ouais pas avoir peur et se dire que ça va se construire petit à petit. Est-ce que tu aurais un dernier conseil à leur partager? et ne pas se laisser déstabiliser par, le public. Parce que parfois en tout cas ça arrive souvent quand c'est des ateliers plus petits, des gens qui ont pas forcément, voulu être là. Ils savent pas pourquoi ils sont là et en fait, on doit subir un peu ça et de pas avoir peur et d'accepter ça et de quand même se lâcher et faire ce qu'on a à faire. On peut parfois avoir des personnes avec un comportement un peu perturbateur, on Voilà, va dire, qui ont exactement. besoin de libérer la parole sur le sujet qu'on adresse et c'est vrai que c'est pas toujours facile. Mmh. Donc ouais, d'accepter que ça fait partie du jeu et qu'on pourra pas convaincre tout le monde et qu'on a comme tu l'as dit tout à l'heure, on a peut-être, tu as parlé de grains de sable, moi j'aime bien parler de graines et de se dire, bah, que finalement on a peut-être planté une graine et puis, peut-être qu'elle germera plus tard, mais en tout cas, le message est passé. Et j'ai d'autres conseils aussi. C'est 2 conseils, c'est, bien s'entourer, de pas hésiter à aussi, rencontrer d'autres conférenciers parce que souvent ça fait du bien aussi de parler avec des gens qui vivent ce qu'on vit parce que c'est mine de rien, c'est quand même un vrai métier, c'est compliqué et cetera et c'est bien d'avoir des gens à qui parler. Et le deuxième conseil, c'est de pas hésiter à s'instruire encore plus, encore plus, encore plus sur plein de sujets différents pour, parce que je trouve que ça nourrit la consistance de notre, conférence. De pas hésiter à même apprendre des trucs que tu juges peut-être pas utiles, mais les actualités, en tout cas de nourrir sa culture, générale. OK. Merci pour ces conseils. Pour terminer, ce que j'aimerais faire, c'est te proposer des cartes, donc sur lesquelles il y a marqué «Exprime». Il y a 10 cartes et ce que je vais te demander, c'est à 3 reprises de sélectionner une carte sur laquelle il y a une phrase qui est inscrite. Donc je vais te demander donc de prendre une carte, de lire la carte et de me dire si selon toi c'est vrai ou c'est faux et pourquoi. OK. J'ai 3 essais. Bah, tu devras le faire 3 fois. Ça, c'est la première. Il vaut mieux ne pas accepter les sessions de questions-réponses après sa conférence. Je suis pas d'accord. Pourquoi? Parce que je trouve que c'est à ce moment-là que, la parole se met en place encore plus. C'est-à-dire que pendant mes questions-réponses, j'ai vu des gens qui ont osé prendre la parole et me poser des questions et ils racontent aussi leur perso, leur vécu et c'est là où peut-être les collègues ça arrivait qu'il y ait des collègues qui regardent et tout. Ils disent: «Ah mais je savais pas tout ça» et pour moi, c'est le moment le plus magique de la conférence. C'est tu as fait ce que tu avais à faire et tu as la question-réponse, les gens posent des questions, se livrent. Moi, je leur apporte aussi quelque chose de plus personnel, ajusté et bon, j'ai vu trop de belles choses à ce moment-là. Bah, je partage complètement ton avis. Pour moi, c'est aussi un moment magique où tu es vraiment sur de l'authenticité. Alors, il y en a qui aiment pas parce que, bah, du coup, tu es sans filet, tu sais pas quelle question on va te poser, tu maîtrises rien. Mais je trouve que c'est là où on est le plus authentique et c'est ce qui souvent marque le plus aussi. Oui, en tout cas, moi, c'est mon moment préféré. Une deuxième question, enfin, un deuxième vrai ou faux? C'est impossible de vivre de son activité de conférencier. Je pense que c'est faux, mais c'est beaucoup de travail. Je dirais pas que c'est facile, mais il y a des personnes qui en vivent. Mais aujourd'hui, voilà, c'est important d'avoir, sa conférence, quelque chose qu'est-ce qui va te démarquer des autres, d'être soi et de pas hésiter à voilà, le réseau pour moi c'est la source en fait de tout ce que tu vas faire, c'est comment tu te comportes aussi avec les gens, c'est qui tu es vraiment et pour moi c'est possible, mais il faut bien comprendre l'enjeu de la conférence, bien s'entourer et avoir un bon réseau Et proposer quelque chose de qualité. et Proposer une conférence quelque qui soit chose de de qualité. qualité, ouais. Parce que,
ma conviction, c'est que si tu as un produit et une conférence qui répond vraiment aux problématiques et aux questions de ton audience, au final, tes conférences, elles se vendent toutes seules parce que ta valeur ajoutée, elle est perçue tout de suite. Et je pense que c'est aussi le travail en amont et la qualité de ce que tu proposes qui fera la différence. Mais surtout, si tu y crois, tu vas y arriver. Exactement. Si tu t'améliores, si tu apprends ces trucs, pas de raison. Une dernière ? Oui. Alors... Un vrai conférencier n'a pas de support visuel. Alors, faux. Par contre, c'est vrai qu'il y a 2 cas de figure. Il y a le côté support, la présentation, et le côté support écrit, quand tu parles par exemple, devant des publics type, quand t'es debout, t'as assez souvent le micro comme ça, et que là, tu dois t'exprimer. Moi, je suis OK pour avoir la présentation, parce que je trouve que c'est super intéressant d'avoir des images à montrer, des vidéos, des questions écrites, parce que le côté mots-clés, il y a des gens qui ont des mémoires visuelles, donc c'est hyper impactant. Et le côté avoir ses notes, je sais pas si ça rentrait dans cette question. Perso, je suis contre, mais après, je pense qu'il y a des personnes qui ont aussi peut-être d'autres handicaps, donc je peux pas juger. Mais perso, lorsque j'ai eu des supports écrits, je suis trop accrochée et je suis plus là. Du coup, je préfère me forcer au pire, j'ai un trou de mémoire, mais être là avec le public et vivre en même temps qu'eux ce que je vis. Donc, moi, je suis pas trop pour les notes, mais c'est très personnel. Je partage ton point de vue, et ce que je retiens sur ce que tu dis, c'est être là avec eux. Et je pense que c'est aussi ça qui fait la différence. Quand ils sentent qu'on est vraiment là, on veut partager notre histoire, on veut partager notre savoir, mais c'est surtout pour les aider eux, pour les impacter eux, pour les sensibiliser eux. Et je pense que c'est ça qui fait aussi la différence. Et si je peux donner un conseil à des conférenciers, peut-être qui n'arrivent pas à se séparer de leurs notes, faites du théâtre et faites de l'impro. C'est vrai que ça aide beaucoup. Merci Rose pour ce moment d'échange. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose avant de terminer cet épisode ? Je suis ravie d'avoir pu rentrer un petit peu dans ce monde, parce que je me sens hyper alignée et j'ai adoré ce métier. Et s'il y a d'autres gens qui savent pas s'ils aiment ça, mais je vois beaucoup de gens sur les réseaux de plus en plus qui me disent « moi aussi j'aimerais bien faire ça », lancez-vous et n'ayez pas peur, parce que c'est un super beau métier. Lancez-vous, osez, n'hésitez pas. Osez, allez. Merci Rose. Merci à toi. J'ai passé un très bon moment avec toi et j'espère que c'est partagé. Merci beaucoup de nous avoir écoutés, de nous avoir regardés. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous suivre sur votre plateforme favorite et à suivre le podcast sur notre page Instagram. Rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode.